Votre petit chien s'est mis à tousser et il ne s'arrête pas. C'est une toux persistante, plutôt sèche, et par moments on dirait qu'il est bloqué et qu'il essaye de cracher quelque chose. À la fin, il finit par cracher des sécrétions un peu mousseuses et c'est tracassant. Ce sont les symptômes de la fameuse toux de chenille. On va parler de cette toux de chenille qui n'est pas tellement une maladie mais plutôt un syndrome. Et on va développer tout ça dans cette vidéo. Viens avec moi, j'explique dans le chemin. Bien le bonjour, je suis Mauricio Vieto et celle-ci est ma chaîne L'Ami des Bêtes. Et aujourd'hui on va parler toux de chenille. Toux de chenille qui, comme j'ai dit, n'est pas simplement une maladie au sens technique du terme. Une maladie, c'est un groupe de symptômes causés par un agent étiologique. La toux de chenille, c'est un groupe de symptômes qui est commun à plusieurs agents étiologiques différents. Donc il y a tout un paquet de microbes, de virus qui peuvent causer des symptômes qui sont compatibles avec le syndrome toux de chenille. On fait une petite liste rapide. Dans les virus, on peut parler de la parainfluenza, de l'adénovirus. Dans les bactéries les plus incriminées, c'est de loin la Bordetella. Et la principale cause de la toux de chenille, mais aussi des mycoplasmes. Il y a plusieurs autres bactéries. Et on peut même mettre dans cette espèce de grand tiroir qui est le syndrome toux de chenille des migrations erratiques de vers, des parasites qui font une migration pulmonaire et qui peuvent causer ça. On peut mettre le virus de la maladie de Carré quand il montre sa forme respiratoire. Et enfin, on peut mettre les problèmes d'insuffisance cardiaque, des malformations cardiaques, en cas d'édème pulmonaire. Dans ce cas, la toux est un peu plus grasse. De toute façon, il est important de faire le diagnostic différentiel chez votre vétérinaire, de façon à ce qu'il puisse bien traiter la cause. Et ce diagnostic n'est pas toujours facile. Évidemment, pour écarter un problème cardiaque ou un virus de la maladie de Carré, ça se fait avec les examens laboratoriels. Mais quand on arrive à essayer de discerner s'il y a une bactérie ou un virus et quelle est la bactérie, c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne peut pas faire des prélèvements de sécrétion de la trachée très facilement. Et quand on réussit, il est toujours compromis par la flore normale de la gorge et de la bouche. On peut évidemment s'appuyer sur des examens laboratoriaux d'ordre un petit peu plus subjectif, comme l'hémogramme, et ça peut nous donner des pistes, et même des radios dans le cas de risque d'infections secondaires qui peuvent mener à une pneumonie, puisque la toux de chenille est en principe une trachéobronchite. Donc ça prend les branches de la trachée. Chez votre vétérinaire, il va faire un test pour être sûr de la toux, spécialement si l'autre chien n'est pas en train de tousser devant lui. Il va presser un petit peu le trachée des deux côtés en même temps. Et ça, qui normalement, pour un chien qui n'a aucun problème, fait le chien tousser une ou deux fois. Pour un chien qui a la toux de chenille, il tousse pendant longtemps, 30 secondes à une minute. La toux de chenille, quand elle accomet des chiens qui sont en harmonie avec son système immunologique, qui sont en train de bien manger, qui n'ont pas un problème par ailleurs, qui sont bien vaccinés et bien vermifugés, est une maladie qui est bénigne. Malgré le fait qu'elle soit très embêtante, lors de l'anamnèse, le tuteur il va dire que le chien n'arrête pas de tousser, qu'on dirait qu'il veut cracher un os ou quelque chose comme ça, que la toux est encore pire pendant la nuit. Ceci parce que pendant la nuit, il fait plus attention. Quand il dort, il écoute plus le chien tousser, tandis qu'en journée, les bruits se diluent un peu. Mais malgré tout ça, le chien, il vit bien. Il ne perd pas son envie de manger, il ne perd pas son envie de jouer. Il doit être isolé parce que c'est très contagieux entre chiens. Ce n'est pas une contamination, il n'y a pas de contagium croisé entre chien et homme, par exemple. Et donc le chien vit bien, et cette maladie elle prend un cours d'environ 3 semaines avant de disparaître petit à petit. Mais elle est très contagieuse, et elle peut accommettre le chien voisin, elle peut accommettre les autres chiens de la maison, et même une fois que le chien est guéri, pendant quelques temps, il peut transmettre. Enfin, il est très important de bien monitorer de façon à ce que le problème ne se complique pas.
avec des infections opportunistes, parce que là, ça deviendrait sérieux. Donc, faire attention à ce que le chien soit en train de manger. S'il devient apathique, s'il commence à avoir de la fièvre, on se rappelle que la température normale d'un chien est 38,5, donc 38,5 n'est pas de la fièvre, même 39, c'est pas un problème. Mais au-delà de ça, faire attention et amener chez le vétérinaire, parce qu'il peut être en train de montrer des signes d'une infection secondaire qui peut causer des problèmes. Donc, on a parlé un petit peu de diagnostic. Au niveau du traitement, là encore, sous conseil de votre vétérinaire, ils seront prodigués plutôt des traitements d'ordre symptomatique, c'est-à-dire des sirops pour diminuer la toux, des nébulisations avec des bronchodilatateurs, des fluidifiants de sécrétion. Donc, tout un arsenal pour contrer ou en tout cas atténuer les symptômes de façon à ce que le chien puisse traverser la maladie de façon plus confortable. S'il faut rentrer avec des antibiotiques, les antibiotiques contre la bordetella sont des tirs de canon, donc il vaut mieux que ça soit vraiment sous contrôle du vétérinaire et il dira si c'est nécessaire ou pas. Je pense à des dérivés du chloramphénicol, des médicaments qui sont sous prescription médicale, vraiment. Et aussi l'utilisation d'anti-inflammatoires, spécialement les stéroïdiens comme les corticoïdes, qui d'un côté ont une action anti-inflammatoire percutante, d'un autre côté, en dehors des doses thérapeutiques, peuvent causer une immunosuppression. Donc à faire avec très attention et toujours sous surveillance vétérinaire. Enfin, au niveau des préventions, il y a les vaccins et il y a la prévention elle-même, c'est-à-dire faire attention aux agglomérations, ne pas amener un chien à un groupement d'autres chiens si ce n'est pas nécessaire, parce que c'est dans les pet shops, c'est dans les magasins de toilettage, c'est dans les crèches, c'est dans les expositions et c'est dans les élevages que les chiots y prennent. Quand on a un chien à la maison, il se promène sans grand contact avec d'autres chiens, sans histoire, on n'a même pas besoin de penser à cette maladie parce qu'il ne va pas l'attraper. Il sera très très rare qu'il le fasse. Mais quand on est un habitué des expositions, quand on voyage et on laisse le chien dans la crèche, un hôtel pour chiens, en pension pour chiens, là il faut vraiment penser au vaccin. Et il y a deux types de vaccins qui agissent de façon différente. Il y a un vaccin injectable à une action systémique, basiquement le virus de la para-influenza et l'adénovirus, donc c'est inclus dans les V8, V10, et cette action est une action vaccinale classique comme les autres valences du vaccin, et il faut 15 jours à 3 semaines pour que le vaccin fasse son effet, éventuellement même un rappel. Et il y a le vaccin nasal qui est appliqué dans les narines et qui fait son action sur le local d'entrée des microbes. Et à ce niveau-là, l'action est beaucoup plus rapide. On commence à voir un résultat au bout de 2 ou 3 jours. Et ça peut être très intéressant quand on a un événement qui n'était pas prévu de longtemps. En tout cas, la toux de chenille est un vrai fléau. Il est très embêtant. En principe, pas trop grave, en dehors du côté embêtant, mais qui gagne à être prévenu plutôt que traité. Donc autant faire attention. C'est ce qu'on pourrait dire à propos de cette affection. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.